Bonsoir, je suis Jérôme Glachant et je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la question de la protection des consommateurs des services financiers dans le cadre de ce séminaire du LabEx REFI. Donc d'abord, je suis très content de pouvoir exposer ce sujet. Il me semble que c'est un sujet qui est peut-être pas suffisamment mis en avant dans les discussions. D'ailleurs, je crois qu'il y a 12 cours qui sont consacrés à la régulation pour ce semestre. Et donc il n'y en a qu'un seul sur ces questions. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est un petit peu un problème qui est un peu sous-estimé. Sous-estimé en France, en Europe, peut-être moins aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon. Donc ce que je vais vous présenter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux académiques aux États-Unis principalement. Il y en a beaucoup moins en France. Il faut bien dire que je connais beaucoup moins les régulations financières en France qu'aux États-Unis. Et donc l'essentiel de ce que je vais discuter concernera les États-Unis parce que ma réflexion va s'appuyer sur des travaux académiques. Mais ces travaux académiques, ils s'ancrent aussi dans le réel des Américains. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer pour la situation en France et en Europe. Voilà. Donc d'abord, je voudrais commencer par remercier les deux organisateurs de ce séminaire de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation, donc Didier Marteau et Pierre-Charles Pradier. Et puis j'ai aussi un regret parce que j'aurais dû partager cette présentation avec Guillaume Prache, qui est le directeur général d'un think tank, en fait d'un lobby de consommateurs qui œuvre à Bruxelles, qui s'appelle Better Finance. Donc Guillaume ne pouvait pas venir ce soir et je trouve que son point de vue aurait été vraiment très intéressant parce que c'est pas simplement de la science, mais c'est aussi de l'action dont on a besoin, notamment pour mettre en avant les intérêts des consommateurs auprès des décideurs. Et à Bruxelles, les lobbies bancaires, d'assurance, etc. sont beaucoup plus représentés bien sûr que les lobbies de consommateurs. Mais nous avons un brillant représentant, Guillaume, donc, qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc je veux aussi le remercier pour s'être intéressé à ce séminaire, mais finalement pour ne pas pouvoir venir, ce que je regrette. Voilà. En fait, évidemment, ce que je vais présenter s'appuie sur des références. Alors j'ai envie de vous dire, ces références, il y a beaucoup de littérature, donc j'aurais pu aussi vous fournir une biographie complète, ce que je peux faire par ailleurs avec des références précises. Mais j'ai préféré juste ici vous indiquer deux survols, donc deux surveys de la littérature. Et ces deux surveys ont comme auteur, et avec des co-auteurs, John Campbell. John Campbell est un économiste américain qui a été directeur du département d'économie de Harvard. Il a été président de l'American Economic Association l'année dernière. Il a été président de l'American Association de Finance il y a quelques années. Donc c'est quelqu'un de très influent qui a travaillé sur beaucoup d'aspects d'économie financière et qui, depuis quelques années, s'intéresse à la finance des ménages et s'intéresse aussi aux questions de réglementation financière pour les ménages. C'est dire que ce sujet n'est pas du tout un sujet anecdotique aux États-Unis, puisque vous voyez que les meilleurs académiques sont aussi sur ce type de questions. D'accord ? Et donc là, j'ai repris deux références de sa part, notamment la dernière, celle de 2016. C'est la Richard T. Ely lecture devant l'American Economic Association. Quand il veut porter un discours devant ses confrères économistes, il leur parle de régulation financière des ménages. Donc c'est vraiment un sujet, encore une fois, qui est très important dans le débat américain. C'est vrai aussi qu'il y a quelques économistes qui ont été très très influents, notamment sur les décisions qui ont été prises depuis quelques années et sur l'organisation de la régulation. Et c'est tous les économistes qui ont travaillé sur l'économie comportementale. Et l'économie comportementale dans sa liaison avec les politiques économiques, avec l'intervention publique. Et précisément, si j'ai choisi cette photo, c'est que finalement on trouve sur cette photo John Campbell, donc à gauche, et puis de l'autre côté on trouve Cass Sunstein, qui avec Thaler a écrit un livre qui s'appelle Nudge, qui a beaucoup influencé la réflexion américaine, notamment des hommes politiques comme Barack Obama aux États-Unis, James Cameron en Angleterre il y a quelques années, se sont beaucoup servis de ces réflexions-là aussi pour avoir une réflexion sur leur programme. Donc peut-être qu'on peut espérer que la France, qui reste un petit peu en arrière, pourrait peut-être pour la prochaine campagne présidentielle s'intéresser aussi à ce type de sujet et avoir ce type d'approche. Je pense que ça renouvellerait pas mal les débats. Donc je vous conseille de lire ces deux surveys qui sont, j'allais dire, à la sauce américaine.
parce que beaucoup de données sont des données américaines, mais il n'y a pas que des données américaines. Typiquement ici, Campbell est à Copenhague, parce qu'il a fait un très bon papier sur la question du mortgage, des crédits immobiliers au Danemark. Et il y a aussi beaucoup de données, beaucoup de papiers qui ont été faits par Campbell sur des données suédoises, parce que vous savez que la Suède a beaucoup de données qui permettent de réfléchir à ces sujets-là. Alors, dans l'introduction, en fait, ce que je veux mettre ici en avant, c'est une forme d'économie de la réglementation. C'est avoir cette réflexion-là, hein. Donc une économie de la réglementation des produits et services financiers qui sont destinés aux consommateurs. D'accord ? Donc il ne s'agit pas pour moi de présenter toutes les réglementations, d'avoir des idées juridiques, c'est simplement de voir comment l'économiste voit les choses et ce que les travaux économiques de recherche peuvent apporter comme éclairage sur ces éléments, et vous allez voir que ça me semble pas mince du tout. En fait, c'est à la croisée de deux terrains, quoi, de deux champs d'analyse économique. D'un côté, ce qu'on appelle la finance des ménages. Donc, Campbell, quand il était président de l'American Finance Association, a consacré sa lecture, donc publiée dans le Journal of Finance, à Household Finance, donc la finance des ménages. C'est un point important, et on voit qu'on a la finance des entreprises, on a la finance des marchés, on a la finance bancaire. Il faut aussi réfléchir aux spécificités du ménage, notamment peut-être des formes d'irrationalité de ce ménage. Et c'est pour ça que ça rencontre aussi un autre champ qui est l'économie comportementale et la finance comportementale, qui cherche à mettre en avant finalement des erreurs d'investissement ou des formes d'irrationalité. Partir des faits et essayer de regarder l'écart qu'il y a entre les faits et la rationalité qu'on pense donner aux gens. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'évolutions sur les réglementations, donc c'est des sujets qui sont anciens. J'en ai mis là quelques-uns parce que c'est ceux qu'on va rencontrer. La réforme Twice in Lending Act de 1968, les réformes sur les systèmes de retraite, avec un système qui est très différent du nôtre, dans lequel les décisions financières des ménages sont importantes. Donc la législation ERISA en 1974, qui avait pour objectif de protéger les pensionnés des fonds de pension par rapport à leur retraite. La réforme du PPA, Pension Protection Act, en 2006. Vous voyez que c'est des réformes aussi qui se sont faites sous des mandats différents. Hein. C'était à ce moment-là George Bush qui était président des États-Unis. Des réformes sur les crédits hypothécaires. C'est aussi des réformes qui ont été faites avant la crise. Donc on n'était pas aussi à un niveau zéro avant la crise, hein, même s'il y a eu, suite à la crise, bien sûr, de nouvelles réformes. Des réformes sur les cartes de crédit, Card Act, on va y revenir par la suite. Et puis des réformes plus générales qui sont dans les lois Dodd-Frank, qui traitent aussi d'autres aspects. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais peut-être qu'un mouvement de forte réglementation va succéder à un mouvement de forme de déréglementation. On va voir aussi que quelquefois, la réglementation n'est pas toujours la bonne, que la réglementation est quelquefois trop forte, qu'il y a des coûts cachés aux réglementations ou des coûts aux réglementations, et que donc trop de réglementation mal adaptée n'est pas non plus une solution. On est dans un contexte dans lequel on demande de plus en plus d'autonomie aux gens, c'est le do-it-yourself, y compris dans les décisions financières. Donc ça c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en France. Il y a quelque chose qui marque beaucoup les esprits, c'est certainement le recul de l'État-providence et les réformes de retraite qui font que de plus en plus les gens vont devoir recourir à de l'épargne retraite pour assurer leur consommation dans les vieux jours. Mais on peut penser à d'autres problématiques. L'augmentation des tarifs scolaires des écoles, bientôt 45 000 € pour 3 ans. Donc, aux États-Unis, c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. Donc il y a ces problématiques-là qui apparaissent et qui font que finalement les gens ont besoin de prendre de plus en plus de décisions financières. Je voudrais croiser une réflexion qui est une réflexion théorique. Je suis économiste, donc quelle légitimité il y a à intervenir dans ce domaine-là, quels sont les modèles qui sont en présence, qu'est-ce qu'ils nous disent, comment ils peuvent orienter la réflexion, mais aussi des réponses pragmatiques. Et il me semble que, quelque part, on ne peut pas échafauder une théorie générale des réglementations concernant la protection des consommateurs. Je plaide plutôt pour l'approche pragmatique, celle qui s'intéresse aux données, avec des méthodologies qui sont celles de l'économétrie moderne, hein, donc de l'économie expérimentale, qui essaye d'avoir des expériences naturelles, ces réformes-là, pour en juger les choses de manière pragmatique, et puis voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et tenter de modifier lorsque ça ne marche pas et d'implémenter lorsque cela marche. Voilà. Alors, quels sont les domaines auxquels je m'intéresse ? En fait, là, c'est juste un catalogue que je mets en avant. Un domaine important, bien sûr, c'est celui de décision importante, peut-être c'est le plus important. C'est la question de l'épargne retraite. Alors,
c'est une question qui est très très importante aux États-Unis, très importante en Angleterre, au Royaume-Uni, moins importante en France où le système par répartition reste un système important. Aux États-Unis, le débat s'est porté sur le fait que dans le système de retraite par capitalisation tel qu'ils l'ont, on a des plans de retraite qui sont qu'on appelle à contribution définie, qui sont des plans de retraite individuels dans lesquels le niveau de pension que vous obtenez dépend des résultats financiers, donc dans lequel les ménages prennent des risques. Et puis on a des plans de retraite qui sont à prestation définie, dans lequel c'était le sponsor, donc typiquement l'entreprise ou l'entité publique, qui par une formule calcule le niveau de la pension, et donc dans ce cas-là, c'est lui qui absorbe les risques. On a un mouvement important qui est le fait qu'on assiste à un glissement de l'épargne retraite à prestation définie vers l'épargne retraite à contribution définie. C'est-à-dire une épargne retraite qui était peu risquée, enfin qui passait par des fonds de pension d'entreprise, à une épargne retraite qui devient plus individuelle et dans lequel les ménages sont davantage exposés au risque. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France où on a ce mouvement. En France, il n'y avait pas de système de prestation définie par capitalisation, mais on voit que les systèmes complémentaires qui se mettent en place, que ce soit les PERP, les articles 83, individuels dans les entreprises, sont des systèmes dans lesquels le ménage prend un risque et dans lequel il a une responsabilité aussi de par ses choix. Question importante aussi sur la question de l'épargne retraite, c'est que l'épargne retraite, ce n'est pas simplement le cumul, mais c'est aussi le décumul de l'épargne retraite dans les vieux jours, quand on a pris sa retraite. Donc c'est la question des annuités, c'est la question aussi de la liquidation du patrimoine immobilier, ce qu'on appelle reverse mortgage aux États-Unis, viager hypothécaire en France, d'accord. Autre domaine qui nous intéresse, bien sûr celui du crédit immobilier, hypothécaire avec des garanties ou pas, mortgage loans. La question du crédit à la consommation aux États-Unis, qui est aussi une question importante en termes de volume pour acheter sa voiture, ce qu'on appelle les installment loans aux États-Unis. Et puis aussi, peut-être en termes de volume c'est moins important, toute la question du crédit à court terme non sécurisé. Donc ce qui ressort typiquement de la gestion des découverts par les individus, de la gestion des cartes de crédit, avec des crédits revolving qui se répètent, ou la question de ce qui n'existe pas en France, mais de ce qu'on appelle le payday loans, qui sont des formes de crédit à court terme extrêmement onéreux, qui permettent aux gens de trouver des liquidités lorsqu'ils ont vraiment une urgence importante. De manière plus générale, on peut ajouter à tout ça la question de la tarification des services bancaires de toute nature. Donc ça, c'est les domaines qui nous intéressent. Les politiques, quelles sont-elles? C'est quoi la protection financière des consommateurs? Alors, on peut le voir comme des contraintes légales qui sont imposées aux acteurs, contraintes légales sur les tarifs, le type de produit, imposées aux acteurs, aux fournisseurs, d'accord. Et puis on peut aussi voir ça comme étant des actions publiques qui cherchent à modifier directement le comportement financier des particuliers. Alors directement, je ne sais pas, ça pourrait être de la publicité, ça pourrait être de l'éducation financière, d'accord. On voit que c'est des éléments où on essaye d'infléchir les comportements des gens parce qu'on pense que les comportements ne sont pas les bons. Quand on cherche à réfléchir à tout ça, évidemment, la protection des consommateurs, la réglementation vis-à-vis des consommateurs, elle a peut-être d'autres moyens d'action que des instruments de ce type. Finalement, ce qu'on va décrire, c'est surtout des instruments, réglementaires qui affectent les quantités. On peut aussi penser à des incitations fiscales aussi qui jouent un rôle important. Je laisserai ces questions d'incitation fiscale de côté. Ça joue un rôle important quand on réfléchit par exemple à la formation de l'épargne retraite. Donc c'est quoi? Comment protéger le consommateur finalement? Qu'est-ce qu'on a dans la besace? Dans la besace, on a des restrictions à la distribution des produits. Donc est-ce qu'on va redonner un crédit payday loans à quelqu'un qui en a déjà pris un le mois précédent? Est-ce qu'on ne doit pas fixer une limite au nombre de renouvellements de ce type de crédit? On peut envisager des restrictions aussi sur... on peut carrément interdire certains produits. On peut introduire les payday loans. Alors, on peut aussi introduire des plafonds sur les tarifs, donc caper les prix, d'accord. Il y a un débat, en France, on a le taux de l'usure qui bloque le taux d'intérêt à, me semble-t-il, un tiers du tarif moyen, ce qui est quand même une contrainte très importante. Aux États-Unis, le taux de l'usure, limite supérieure sur le taux d'intérêt, n'existe pas au niveau fédéral, mais existe par État, d'accord. Mais ce n'est pas une réglementation qui est suffisamment contraignante.
Et notamment le marché des payday loans, dont je viens de parler, se développe énormément parce qu'il n'y a pas de réglementation de taux de l'usure, c'est un sujet dont on parlera. On peut aussi avoir des réglementations qui cherchent à avoir une certaine transparence des produits, donc essayer de standardiser les produits, de les présenter, de les uniformiser pour que effectivement on organise un marché. Une forme de standardisation de l'information aussi qui est associée à ces produits, d'accord. Puis ensuite on peut avoir d'autres éléments tels l'éducation financière ou la régulation du conseil financier. C'est tous ces aspects-là dont je vais parler en fait, après en les mélangeant quelquefois allègrement, d'accord. Alors, le plan, quel plan je vais choisir? Donc j'ai mis une photo d'hélicoptère parce que ce que je vais faire c'est un tour d'hélicoptère. Je ne prétends nullement être exhaustif sur le sujet. Il y a des aspects très importants que je ne vais pas traiter. Par exemple, je traiterai assez peu de l'épargne retraite, ce que je voulais faire à un moment et puis je ne l'ai pas fait. Donc je ne cherche pas à avoir un discours exhaustif. Simplement, j'essaye de planter un décor et de vous sensibiliser à certains éléments qui sont importants. Donc j'ai fait des choix dans mon exposé. Je vais d'abord avoir une première section dans laquelle je vais réfléchir à légitimer l'intervention publique. Donc pourquoi faut-il protéger le consommateur? Et je crois que la réponse n'est pas du tout évidente. Et si on savait, on se poserait moins de questions. Donc Yann ne le sera jamais. C'est aussi de l'idéologie en partie. Et après, je vais parler de sujets différents. Je vais parler d'éducation financière. Je vais parler de conseil financier. J'ai parlé de biais comportementaux et de la réglementation TILA. À chaque fois que j'essaie d'utiliser des travaux pour en tirer quelques conclusions. Pas forcément des conclusions définitives, mais voilà, des travaux qui ont un message à faire passer. Et puis, j'ai parlé aussi des dettes non sécurisées, donc du crédit à court terme. Donc je laisse de côté finalement des problèmes importants dont j'ai parlé, la retraite, le financement hypothécaire, tout ça, je ne vais pas trop en parler, c'est certainement dommage. Ou les crédits étudiants, par exemple les prêts étudiants, ce n'est pas un sujet que je connais très bien, il faut que je lise davantage sur ces sujets-là. Enfin, les autres je les connais, mais j'ai le choix de ne pas forcément en parler. Donc légitimer l'intervention publique, donc c'est la théorie de l'intervention publique. Qu'est-ce qui légitime? Pourquoi réglementer? Pourquoi faire quelque chose? En fait, on a 3 niveaux de réflexion par rapport à ça. Et finalement, un économiste qui va vous parler d'intervention publique, il va vous dire le premier rôle de l'État, c'est d'organiser les marchés. D'accord ? Donc organiser les marchés, c'est quoi? C'est faire en sorte que ce qui se vend sur les marchés soit à peu près connu, avec des prix qui sont à peu près connus. Donc faire en sorte que l'information sur les marchés soit de bonne qualité. Donc on a le modèle de marché idéal, et derrière, évidemment, il faut un État qui, en gros, atteste la qualité des biens qui sont échangés et veille à ce que les prix soient relativement uniformes, d'accord, pour qu'on ait des vrais marchés, un vrai marché idéal qui fonctionne de manière la plus parfaite possible. Et ça, c'est un ingrédient essentiel. C'est le premier niveau, veiller à ce que l'information sur les caractéristiques des produits et les prix pratiqués soit disponible. On peut le voir comme étant un effort de standardisation, de transparence, et ce n'est pas facile, parce que les produits sont compliqués. Deuxième élément, on va un petit peu plus loin, on dit mais non, mais même s'il y a de l'information, même si les marchés fonctionnent, on sait qu'il y a des défaillances de marché, d'accord ? Et ces défaillances de marché, c'est les défaillances classiques. Le prix ne suffit pas. On peut avoir des externalités, des choses dont les agents ne tiennent pas compte lorsqu'ils prennent des décisions, et le prix ne leur fournit pas les bonnes incitations. On peut avoir des asymétries d'information, évidemment, ça joue un rôle considérable. On peut avoir des situations de pouvoir de marché, donc d'exploitation de ces pouvoirs de marché par des entreprises et qui bloquent le niveau d'activité. On peut avoir des problématiques de biens publics. C'est des choses classiques et des défaillances de marché classiques. Et puis, le troisième niveau, c'est finalement le niveau le plus important et peut-être le plus troublant. Et c'est là où il y a le plus à dire. C'est l'idée que finalement, si on laisse faire les gens, ils ne vont peut-être pas faire des bons choix. Ils ne vont peut-être pas faire des bons choix financiers. Ils vont aller s'endetter pour acheter une Game Boy ou une PS4 à leur enfant alors qu'ils n'ont pas les moyens de lui payer des livres scolaires. Enfin, donc là, évidemment, c'est un petit peu caricatural, mais l'idée est que finalement, les choix qui sont faits par les individus ne sont pas forcément rationnels. Il y a des erreurs qui sont faites, des erreurs d'investissement, qui sont liées à des capacités cognitives insuffisantes ou encore à des biais comportementaux, des formes d'irrationalité. Et donc, en gros, il faut corriger cela. Il faut corriger. Donc dire qu'il faut corriger, c'est dire que l'État doit être un peu prescriptif, quoi. Il doit finalement remplacer la rationalité, le manque de rationalité individuelle par une rationalité qui viendrait de l'État. Évidemment, ceci est un débat et c'est là qu'il va falloir discuter. Donc premier point, faire fonctionner le marché idéal, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant.
Faire fonctionner le marché idéal, c'est l'approche minimale de la réglementation. Mais on la trouve pas mal dans les réglementations financières de protection des consommateurs. Donc elle me semble parfaitement légitime. C'est faire fonctionner des marchés idéaux avec des consommateurs qui sont des consommateurs rationnels. C'est-à-dire faire le pari que lorsqu'on uniformise les produits, lorsqu'on donne les prix, les gens vont faire les bons choix, d'accord? Donc c'est ça. Effectivement, des exemples, c'est le Twice in Lending Act, dont on a parlé tout à l'heure, de 1968-69, d'accord? C'est une législation qui essaie d'imposer le taux d'intérêt effectif annuel aux États-Unis comme étant la métrique que les distributeurs de crédit doivent donner aux individus pour qu'ils prennent leurs décisions. Exactement comme en France, on a le TAEG, le taux d'intérêt qui incorpore généralement tous les coûts qui sont liés au crédit. Un autre exemple, c'est dans le Card Act, sur les cartes de crédit, on a une standardisation des tarifs, donc on essaie de mettre en avant des grandes familles de produits associés à l'utilisation des cartes de crédit, parce qu'on s'était rendu compte que ça devenait un maquis, donc on essaye de mettre en avant des caractéristiques communes à toutes les cartes de crédit pour lesquelles on va donner des prix, d'accord? Donc on essaye de standardiser l'information. On a la même chose dans le code monétaire et financier. En France, on a une uniformisation des plaquettes tarifaires aujourd'hui. C'est quelque chose de relativement nouveau qui a été mis en place en 2014, dans lequel on demande à toutes les banques de donner la même plaquette tarifaire, non seulement de la diffuser, mais en plus de mettre les mêmes services, et donc avec les mêmes dénominations qui sont définies par la loi. Donc ça, c'est bien cette idée-là. Finalement, on a besoin d'en donner un petit peu plus en termes d'information. On n'essaye pas de réglementer les tarifs, enfin pas totalement, pas forcément, des fois c'est associé à une réglementation des tarifs, mais simplement on essaie d'uniformiser les choses. Ça permet d'asseoir des choses intéressantes. Dans la loi Macron, il est prévu, et ça a été mis en place, et ce n'est pas de mauvaise qualité, un comparateur des tarifs bancaires. Allez le voir, c'est une tentative timide en France de faire quelque chose d'intéressant. Aux États-Unis, on a des acteurs publics qui du coup aussi, privés quelquefois, se sont emparés de cette standardisation pour fournir des informations. Un exemple que je trouve vraiment intéressant, et je vous conseille d'aller voir le site, c'est l'entreprise Brightscope, qui fournit des informations à tous les épargnants américains retraités pour choisir leur 401k, etc. Évidemment, là en France, on a encore des efforts à faire. C'est des réglementations un peu minimales, mais qui sont destinées à faire fonctionner des marchés et à s'appuyer en fait sur la rationalité. Corriger les classiques défaillances de marché, c'est mon deuxième point, d'accord? Donc on a un marché idéal, enfin on essaye de mettre en place un marché idéal, mais le problème c'est qu'on a des externalités. Donc ou des défaillances de marché, pardon. Donc c'est quoi ces défaillances de marché? C'est des choses assez classiques qu'on voit dans tous les cours de microéconomie. Donc le prix ne suffit plus, donc il faut avoir des réponses publiques. Alors quand il y a des externalités, en général la meilleure réponse c'est pas la réglementation. En général c'est plutôt la taxation, la subvention, c'est plutôt des instruments de prix ou de création de marchés supplémentaires. Parce que l'externalité fondamentalement c'est des marchés manquants. Donc déjà on peut s'interroger sur ça. La réglementation est-elle une bonne réponse? Je donne quelques exemples. Une externalité de base aux États-Unis, c'est la question des saisies immobilières. Vous voyez bien sur la photo que je vous mets ici en avant, évidemment la saisie immobilière c'est un drame, enfin ça peut être plus ou moins un drame pour celui qui l'a subi, mais c'est aussi quelque chose qui va impacter le prix des maisons dans le voisinage, parce que ça va dégrader la qualité des maisons dans le voisinage. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'externalité. Évidemment les individus, lorsqu'ils souscrivent un prêt, ne tiennent pas compte de ce qui va se passer pour leurs voisins si jamais ils font faillite. Ils s'intéressent qu'à leur propre intérêt et c'est bien normal. Donc ça justifie le fait qu'on fasse attention à la réglementation sur foreclosure, sur les saisies immobilières aux États-Unis. Ça justifie qu'on mette en place des systèmes d'assurance, etc. Il y en a d'autres, du risque systémique, bien sûr, ça aussi c'est pareil, c'est une forme d'externalité assez générale. Il n'y a pas que les réglementations financières qui s'y attaquent, mais il y a aussi les réglementations des consommateurs. Il y a plein de réglementations financières qui s'y attaquent. Limiter les emprunts toxiques. Donc tout ça, c'est des choses standards, d'accord? Asymétrie d'information, thème super important. Évidemment, des marchés ne fonctionnent que si l'information est correctement répartie et que surtout les acteurs ne s'emparent pas de leur avantage informationnel pour en extraire des rentes. D'accord ? Donc on sait bien qu'on a des asymétries d'information dans le domaine financier, dans le domaine de l'assurance. Donc on a de l'aléa moral, on a de la sélection adverse. Là, les réponses réglementaires, c'est de mettre en place par exemple de l'assurance publique, de l'assurance obligatoire. Donc on a tout ça qui existe. Et ça fait partie aussi de la protection des consommateurs. Vous êtes obligé, lorsque vous souscrivez un crédit, de prendre une assurance
d'essai, me semble-t-il, en France. Je ne suis pas sûr, ce n'est pas une obligation. C'est chaudement recommandé, il faudrait regarder de près. En tout cas, il peut y avoir des assurances obligatoires. Et puis de manière plus générale, dans le domaine du crédit, il y a le fameux papier de Stiglitz, cette approche-là sur le rationnement du crédit, où on voit que lorsqu'on augmente le taux d'intérêt, on attire des mauvais projets, et donc le prix ne suffit pas effectivement à trier les bons et les mauvais emprunteurs, et donc il faut mettre en place d'autres dispositifs, sinon on va faire du rationnement du crédit. Donc ça peut être faire du scoring, et aux États-Unis, on va faire du scoring des ménages, ce qu'on appelle les scores FICO. Il se trouve que FICO, c'est une entreprise privée qui donne un score à tous les ménages. Mais en même temps, il y a des initiatives publiques, et je pense notamment à ce Fact Act, d'accord, qui a conduit à créer un site web, un site web sponsorisé par l'État, dans lequel les gens peuvent avoir un report de leur activité de crédit, et éventuellement pour un tarif modique, une notation qui est une notation qu'on appelle FACO, parce que, qui n'est pas FICO en fait, qui est un peu différente de la notation FICO, puisque FICO est une entreprise privée. Mais ça montre que c'est un bon exemple qui montre comment l'État peut intervenir sur le marché du crédit aux particuliers, d'accord, par la réglementation aux États-Unis, le Fact Act, d'accord, pour justement proposer un outil disponible pour tous, qui permet d'avoir son score et éventuellement de s'en servir, tout ça pour un prix qui est réglementé. On n'a pas véritablement d'équivalent en France à ce genre de choses. Correction des défaillances de marché. Autre défaillance de marché, le pouvoir de marché, la concurrence imparfaite. Évidemment, l'activité financière est une activité dans laquelle naturellement il y a du monopole naturel. D'accord ? Naturellement, il y a du monopole naturel. C'est un peu redondant. Il y a des externalités de réseau, il y a du réseau. Vous avez besoin, pour faire des cartes bancaires, il n'y a pas 18 000 acteurs. D'accord ? Vous avez besoin de déployer un réseau de cartes bancaires. Donc quelque part, il y a certainement des économies d'échelle et de l'exploitation de rentes de monopole. Donc il faut essayer de réguler ça. La protection des consommateurs peut y participer. Ce n'est pas la seule réponse, mais ça peut y participer. On peut aussi voir, et la digitalisation aussi est un vrai défi de ce point de vue-là, d'accord, puisque la digitalisation, c'est bien la naissance de réseaux avec beaucoup de coûts fixes et peu de coûts variables. Donc derrière, il y a une menace sur la concurrence. De manière plus générale, il y a beaucoup de concurrence imparfaite aussi qui sont liées à l'exploitation par les acteurs des formes d'irrationalité, on va y revenir, de nos ménages, d'accord. Complexification volontaire des produits, des tarifs, d'accord, on n'y comprend rien, visant à discriminer la clientèle. C'est ça le rêve de tout chef d'entreprise, c'est de pouvoir extraire le maximum de surplus de chacun des consommateurs, et donc pour ça, il faut faire de la discrimination. Donc, faire de la discrimination, c'est faire un tarif qui soit individualisé pour chacun, en essayant d'embrouiller ou de segmenter sa clientèle. Il y a un mot pour ça aux États-Unis qu'on appelle l'obfuscation. Au départ, c'est un mot pour cacher quelque chose, mais c'est aussi une stratégie de bien des entreprises consistant à brouiller le consommateur en fait, et donc pour essayer d'en extraire davantage de profit. On y reviendra un petit peu plus loin sur l'augmentation sur les crédits de carte. Bien public, ça aussi c'est une dernière chose. On pourrait trouver plein d'exemples, mais un exemple qui est fondamental, ou une idée qui est fondamentale bien sûr, c'est que si vous ne protégez pas le consommateur, d'accord, vous allez enlever de la confiance dans le système financier, et c'est ça le premier des biens publics à avoir, c'est le fait que les gens croient un peu dans le système financier. Sinon, celui-ci ne peut pas fonctionner, d'accord. Donc, et vous savez bien qu'il y a une remise en cause aussi de ce point de vue-là, finalement, de tout ça. Corriger les comportements, c'est mon troisième point. On passe un échelon un peu plus loin. Donc, tout ça, avant, on pouvait dire que les gens étaient relativement rationnels. Alors, l'économie et la finance comportementale, ce qu'elle met en avant, c'est des écarts entre les comportements effectifs et les comportements dits rationnels. Je mets rationnel entre guillemets parce qu'il nous reste à définir ce qu'est la rationalité et comment peut-on la définir. Okay, c'est une vraie question. Donc, on va repérer des erreurs d'investissement. D'accord ? Mais les erreurs d'investissement, elles peuvent être énormes ou elles peuvent être subtiles. D'accord ? Énormes, il y en a plein. Il y a plein de situations, typiquement, par exemple, des situations dans lesquelles des gens qui sont profs de leur retraite, qui ont des plans 401K, d'accord, peuvent verser de l'argent dessus et le récupérer quasiment le lendemain ou 3 semaines plus tard, c'est-à-dire au moment où ils vont prendre leur retraite. Et lorsqu'ils versent de l'argent, il y a un apport automatique de leur employeur. Ils ne le font pas, ils ne versent pas d'argent. D'accord ? Alors même que s'ils versaient $1, l'employeur serait aussi obligé d'abonder à hauteur de $1. Tout ça pour récupérer l'argent 3 semaines plus tard, ou 2 mois plus tard, ou 2 ans plus tard. D'accord ? On voit que les gens ne le font pas forcément. Le fait que les gens n'utilisent pas la défiscalisation de l'épargne. Et puis,
il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles, enfin qui deviennent plus subtiles. Bon, renégociation des crédits à taux fixe, évidemment, c'est un point. Après, on peut faire une très très longue liste, et je mettrai un peu après, sur ces questions d'erreurs financières. On parle de, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre là-dedans? Incapacité cognitive, le fait de ne pas savoir calculer, c'est une incapacité cognitive. L'ignorance financière, le fait de ne pas connaître les produits, pas bien comprendre les concepts. Et puis des biais comportementaux, voilà, des formes d'irrationalité qu'on pense être de l'irrationalité. Il me semble que, évidemment, c'est la justification la plus contestable de l'intervention publique, puisque c'est celle qui laisse penser que les individus ne sont pas suffisamment responsables et que quelque part, il faut les diriger. Des exemples de biais comportementaux, le biais comportemental qui est tout le temps mis en avant, c'est l'histoire d'incohérence temporelle. Les gens ne font pas des bons choix dans le temps. Donc l'exemple simple, c'est toujours la même chose. Enfin, la même chose, je vous le décris ici. L'incohérence temporelle, c'est le biais comportemental de base. Est-ce que vous préférez, premier choix, recevoir une pomme aujourd'hui ou recevoir 2 pommes demain? Je pense que voilà, vous avez ce premier choix. Et puis après, on vous pose la même question, mais on vous dit, est-ce que vous préférez recevoir une pomme dans 1 an ou recevoir 2 pommes dans 1 an et 1 jour? D'accord? Donc, évidemment, si vous êtes cohérent temporellement et que vous répondez la réponse B, d'accord, vous devez aussi répondre, enfin, vous devez aussi donner la réponse B dans les 2 cas. En fait, ce qu'on constate, c'est que la plupart des gens sont impatients à court terme, donc ils ont tendance à répondre A à la première question, 1 à la première question, recevoir une pomme aujourd'hui, et puis 2 à la seconde, recevoir une pomme dans 1 an et 1 jour. Donc ça montre quoi? Ça montre que leur manière de concevoir le futur change au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la date en question. D'accord? Si ils avaient une pratique habituelle de leur escompte, de leur manière d'actualiser, d'accord, leurs 2 réponses seraient cohérentes. En fait, on ne peut pas dire qu'elles soient vraiment incohérentes, même si des fois on parle de time inconsistency. C'est pas vraiment ça. La difficulté qu'ils ont, c'est plus le fait qu'ils n'utilisent pas fondamentalement le même taux d'actualisation pour actualiser un événement rapproché par rapport à un événement éloigné. J'ai mis ce petit dessin de Kelvin et Hobbes qui montre, le problème c'est que le futur finit toujours par être le présent et c'est une bonne illustration de ça. D'accord ? Évidemment, la cohérence temporelle c'est vraiment un problème très important. Ce qu'il faut dire, et ça me semble très important à le dire aussi, c'est que l'incohérence temporelle n'est pas en soi un écart à la rationalité. Ce n'est pas une forme d'irrationalité. Et il y a un économiste américain de Chicago, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs économistes américains, David Epstein, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et qui montre que, justement, en fait, le problème, c'est la question de l'escompte, et de ce qu'on appelle l'escompte exponentiel contre l'escompte hyperbolique. D'accord ? Ce qu'implique l'incohérence temporelle, c'est la nécessité de s'engager dans des plans, finalement, quelque chose qui vous paraît... vous voyez le problème de la pomme de tout à l'heure, c'est que si vous choisissez l'alternative, la deuxième alternative pour le choix B dans 1 an, au fur et à mesure que vous vous en rapprochez, vous allez vouloir le changer. D'accord ? Et c'est ça le problème que vous avez. C'est qu'en fait, vous êtes incohérent de ce point de vue-là. Aujourd'hui, vous allez choisir de recevoir 2 pommes dans 1 an et 1 jour, d'accord ? Mais comme au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de cet événement, vous allez devenir de plus en plus impatient et vous allez voir modifier votre choix, alors que votre choix était le bon initialement. D'accord ? Cette question, c'est exactement celle de Ulysse et les sirènes. Dans ces cas-là, on a besoin, en quelque sorte, d'une technologie d'engagement, quelque chose qui bloque vos choix, d'accord ? Donc on va dire en anglais un commitment device, un moyen d'engagement. Donc typiquement, pour Ulysse, c'est s'enchaîner à son mât, et pour l'épargnant, c'est d'opter pour un plan d'épargne retraite dans lequel les cotisations sont définies dès le départ, et on voit bien qu'il y a beaucoup de produits de ce type-là sur le marché, ou c'est souscrire à un crédit hypothécaire, puisque vous voyez bien qu'un crédit hypothécaire, c'est une forme d'épargne forcée. Vous ne pouvez pas changer vos mensualités. Donc vous êtes obligé, vous astreignez à faire ces remboursements. Et donc les gens, vous comme moi, on est tous en permanence, je pense, à la recherche de technologies d'engagement, de manière comme Ulysse, de se lier les mains pour ne pas succomber à la tentation, mais aussi profiter du doux chant des sirènes. D'accord ? Donc c'est évidemment un point important. Autre type je fais de plus en plus gros pour essayer de... Après je vais venir à des choses un peu moins tape à l'œil.
Quelque chose qui est tout le temps mis en avant aussi, sur lequel je ne vais pas beaucoup parler, à part cette photo que je trouve pas mal, c'est la question de l'excès de confiance, d'accord, le biais d'optimisme. C'est quelque chose qui est très documenté chez les traders et surtout chez les hommes en fait, masculins. Et même des études qui essaient de lier ça aux questions de testostérone ou je ne sais quoi. Vous voyez que cette malheureuse vache, puisqu'il s'agit d'une vache ici, elle n'est pas, ce n'est pas un taureau ni un bœuf, mais elle n'a pas de problème de testostérone, mais elle s'est quand même coincée pas mal et donc elle est en excès de confiance. Donc ça aussi, ce n'est pas un biais dont je vais parler beaucoup, parce que en fait, fondamentalement, cette idée de biais me gêne. Cette idée de biais me gêne, parce que ce qu'a montré la finance comportementale aussi, c'est qu'on pouvait rationaliser ce qu'on pensait être des biais. Donc je ne vais pas essayer ici de développer ça, et Kahneman, Tversky ont eu le prix Nobel aussi pour ces raisons-là, et ils ont réussi à rationaliser tout ça. D'autres exemples, c'est le biais exponentiel. On va en parler un petit peu plus loin. Donc voilà, additionner est plus simple que multiplier. Ça me semble être, je ne sais pas si c'est un biais, c'est une incapacité cognitive. Hein. Si vous dites aux gens 2 plus 2 égale 4, ils le font très rapidement. 2 fois 2 égale 4, ils le font un peu moins rapidement. Et si vous leur expliquez que faire une multiplication, c'est faire une addition en logarithme, ils ne comprennent rien. Donc ils repèrent bien une évolution linéaire, ils ne repèrent pas une évolution exponentielle. Okay, moi je suis comme ça, en tout cas. Et donc ça pose un problème pour des décisions financières dans lesquelles le cumul est important, bien sûr. Recenser les biais, c'est important. Ce qui me semble fondamental à comprendre, c'est que les gens sont hétérogènes par rapport à ça. D'accord ? Donc d'un côté, on a des gens qu'on va appeler des gens comportementaux, qui ne se comportent pas comme il faudrait, en gros, voilà, enfin, c'est behavioral, ils disent en anglais. Donc, ouais. Puis de l'autre côté, on a des gens qu'on pense être rationnels. Et fondamentalement, ces biais ne sont pas également répartis dans la population. Donc du coup, ça veut dire que si on cherche à les corriger par la réglementation, par la protection, vous voyez bien que si on fait du one size fits all, c'est-à-dire si on applique à tout le monde les mêmes réglementations, le risque est de finalement empêcher les individus rationnels de faire des choix rationnels et donc de limiter leurs choix, tout ça pour protéger des irrationnels ou des comportementaux, enfin des irrationnels et donc des comportementaux. Donc ça c'est une vraie question, c'est comment fait-on si on a une hétérogénéité des comportements ou des compétences pour mettre en place des réglementations qui s'appliquent à tout le monde. Alors en fait, aux États-Unis, ils ont trouvé une solution, enfin en tout cas Thaler et Sunstein, j'ai parlé tout à l'heure de Sunstein, qui était avec sa petite coiffe à côté de Campbell, ont publié un livre en 2008, Nudge, dans lequel ils mettent en avant ce qu'ils appellent le paternalisme libéral. En fait, le paternalisme libéral permet de régler pas mal de problèmes de ce point de vue-là. Et cette manière de penser a beaucoup marqué aux États-Unis, vraiment beaucoup marqué. J'ai déjà parlé d'Obama, mais d'autres. Ils ont été très influents et partout, d'accord ? L'idée des nudge, ça veut dire en anglais coup de main, c'est l'idée qu'on doit aider un peu, voilà, si l'éléphant part un petit peu, il faut essayer de le ramener dans la bonne trajectoire, donc je vais lui donner un petit coup pour le ramener. C'est affecter les décisions des comportementaux, donc faire en sorte que les gens qui se comportent mal se comportent un peu mieux, sans que ce soit une pénalité pour les gens qui sont rationnels, sans réduire les choix, sans qu'il y ait beaucoup de coûts pour les gens qui sont rationnels. Donc évidemment, c'est la bonne manière de faire, d'accord ? Donc typiquement, l'exemple le plus classique, c'est l'exemple du Pension Protection Act de 2006, d'accord, avec tout son volant qu'on a appelé autosave, dans lequel les gens prennent des décisions pour eux d'épargne. Typiquement, l'idée, c'est souvent de mettre en avant des options par défaut. Par exemple, si vous souhaitez que les gens contractent une épargne retraite alors que ce n'est pas obligatoire, il suffit de mettre l'épargne retraite comme étant l'option par défaut. Donc s'ils veulent renoncer à leur épargne retraite, ils doivent cocher la case. Le simple fait de leur proposer une option par défaut fait que les gens choisissent plus facilement l'option par défaut. De la même manière, on a remarqué que les gens adoraient dire qu'ils allaient augmenter leur contribution de pension. Donc on a mis en place ce qu'ils appellent escalation contribution. Le fait de, aujourd'hui, vous engagez à donner 5% de votre salaire, l'année prochaine 6%, l'année d'après 7%, 8%, 9%, etc. Et on constate que quand on propose ce genre de choix aux individus, ils optent plus facilement pour ça plutôt que de dire je donne tout de suite 8%. D'accord ? Donc on exploite un peu, non pas leur crédulité, mais des biais qu'ils ont, on l'exploite pour essayer de les pousser à prendre les bonnes décisions. D'accord ? Pousser à prendre les bonnes décisions. Dans le Pension Protection Act, on a mis aussi en avant des nouveaux produits financiers qui sont plus adaptés pour les retraités. Je pense à des produits comme les Target Date Funds, c'est-à-dire des produits financiers qui donnent un couple risque-rendement optimisé à une certaine date, qui est celle de votre retraite, et on rend ça comme étant non pas obligatoire, mais comme étant les options par défaut. D'accord ? Et vraiment, ce Pension Protection Act
il a énormément profité de ça et il a mis en avant des solutions qui sont assez originales, qui ont été développées après aussi au Royaume-Uni et en France on a un petit peu de ça aussi qui peut exister. Donc tout ça c'est rusé, mais ça ne corrige pas tous les défauts. Notamment lorsque vous êtes en excès de confiance, voilà, vous êtes en excès de confiance, vous allez prendre l'option par défaut et c'est bien pire, ça va avoir des conséquences bien plus importantes. Donc peut-être que pour les gens les plus extrêmes, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et donc ça a été un petit peu remis en cause aujourd'hui, même si beaucoup de travaux ont montré que c'était assez efficace. Et finalement, toute cette réflexion, c'est la réflexion sur ce qu'on appelle l'architecture des choix. En gros, il faut proposer des choix aux individus, notamment les contraindre par la réglementation, d'accord, qui soient des choix en quelque sorte guidés. C'est ça les nudges. On voit bien que c'est le risque aussi de déresponsabiliser, parce que finalement, on ne prête pas suffisamment de rationalité aux individus et c'est un risque qui existe aussi. Alors, ces défauts de comportement peuvent-elles justifier la protection des consommateurs? Quelle réponse on peut avoir par rapport à tout ça? J'ai parlé d'architecture des choix, etc., de nudge. On peut avoir des réponses qui sont plus violentes. On peut prohiber, et les États-Unis ont montré à des époques qu'ils savaient prohiber. Mais on voit aussi que la prohibition, ça se contourne, et que donc c'est certainement pas tout le temps la bonne solution, même si on peut aussi avoir quelques contraintes sur l'accès à certains produits, évidemment. Notamment, c'est le cas des payday loans. Actuellement, ils sont dans une réflexion pour que les gens ne puissent plus les renouveler, on y reviendra. On peut réglementer les prix, d'accord, donc faire du price caps. Dans quel objectif? Alors, est-ce qu'on le fait pour casser l'industrie? Parce que finalement, si on augmente les prix, on fait pourquoi? Logiquement, on augmente les prix pour que les gens consomment moins. C'est ça, si on croit à la fonction de demande. On augmente le prix pour que les gens consomment moins du produit toxique. Si on le fait comme ça, mais que les gens ne sont pas sensibles au prix, parce que justement ils sont irrationnels, on voit que ça ne sera pas le résultat. D'accord? Donc effectivement, si on augmente les prix, mais que ça ne réduit pas la demande, ça va simplement se traduire par... si on capte les prix... excusez-moi, c'est l'inverse. Si on capte les prix, donc si on empêche les prix d'augmenter, les gens peuvent ne pas augmenter la demande, mais ils peuvent aussi l'augmenter. Donc ça peut aussi être une question, c'est que si les prix sont plus bas, ça peut aussi l'augmenter. En fait, si on veut caper les prix, c'est surtout parce qu'on pense que les niveaux des profits sont trop importants et qu'on veut s'attaquer à la profitabilité de l'industrie qui propose le produit en question. C'est ce qu'on a fait pour le CARD Act, d'accord? C'est ce qui a été fait. Et c'est aujourd'hui le débat qu'on a sur les payday loans aux États-Unis, où effectivement, il y a des tentatives, peut-être, de mettre en place un taux de l'usure. Obama y était très attaché, Je ne pense pas que ce soit sur l'agenda prioritaire du nouveau président élu américain. On peut développer la transparence sur les produits et les tarifs, mais on revient sur des choses qu'on a déjà vues. Favoriser l'éducation financière, réglementer et contrôler les conseils financiers, soumettre les réglementations, analyse co-avantages, exemptés, ex post, immédiatement différés. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces questions, c'est des questions aussi pour lesquelles on doit à chaque fois peser le pour et le contre. Quelles conséquences pour ces erreurs? Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir des erreurs. Donc, est-ce que c'est grave les erreurs ou pas? Les erreurs, elles affectent le bien-être individuel. Ok, il y a une littérature, par exemple, qui se développe aujourd'hui sur l'effet sur les inégalités dans les pays de différence de taux de rendement de l'épargne. Les gens prennent des mauvaises décisions financières, donc ils ne savent pas bien placer leur argent. Et effectivement, dans un monde de taux d'intérêt bas, avoir une différence de 4% de prime de risque entre un taux à 0 et un taux à 4%, vous voyez bien que sur 40 ou 50 ans, quand on place son épargne, ça a une conséquence importante. D'accord ? Et donc il y a même eu des estimations que je trouve assez surprenantes, et il faut les regarder de près, où justement on montre qu'une bonne partie des inégalités de patrimoine s'explique par une incapacité, par une meilleure capacité quelquefois des plus riches, à mieux gérer leur épargne et donc à bénéficier de taux de rendement plus élevés. D'accord ? Donc ça me semble être un point important, notamment lié aussi à l'épargne retraite. Surtout, en fait, que ça affecte le bien-être individuel, finalement, les gens ont ce qu'ils méritent. Ils prennent des mauvaises décisions, ils ont des mauvais résultats. Le problème, c'est plus que ça a des conséquences sur l'économie tout entière via les autres défaillances de marché. Et c'est ça l'aspect qui est important à comprendre. C'est que les irrationalités, ce qu'on pensait des irrationalités, en fait, elles rentrent en connexion avec les défaillances de marché traditionnelles et elles peuvent les amplifier. D'accord ? Donc, il y a un modèle qui a beaucoup été mis en avant, c'est le modèle qu'on appelle le Shrouded Equilibrium, donc par Gabex, donc,
Xavier Gabex et David Lapson, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, où justement on montre comment des offreurs de produits, en présence de consommateurs différemment sophistiqués, parviennent à exploiter des rentes, à créer des situations de concurrence imparfaites, donc à exploiter des rentes de monopole, à créer des situations de concurrence imparfaites, et surtout à bloquer certaines formes d'innovation et d'évolution favorable des marchés. On va y revenir dans un instant. Il y a aussi le fait que, évidemment, l'irrationalité des consommateurs, on l'a vu dans l'histoire des subprimes, etc., enfin, c'est des choses un peu connues, c'est de se dire qu'il peut y avoir une concentration des erreurs, et que cette concentration des erreurs, elle favorise des risques qui sont des risques systémiques. D'accord ? Donc c'est évidemment sur certains créneaux du marché dans lesquels on trouve cette concentration. Et puis, on peut aussi avoir une exploitation de la crédulité des individus ou de leurs biais par la finance. Et ce que je mets, c'est que c'est un facteur de défiance vis-à-vis du système, et évidemment du recul de la finance et de ce que la finance peut apporter de positif aux économies. Un mot sur Shrouded Equilibrium, parce que ça me paraît être une bonne grille de lecture quand je parlais un peu de théorie. C'est un modèle microéconomique qui est influent. On en parle beaucoup et finalement, ça fait assez chic de dire voilà, il y a ce modèle de Shrouded Equilibrium de Gabex et Lapson. Au départ, ils avaient une réflexion qui n'était pas les produits financiers, qui était aussi la question des imprimantes couleurs ou d'autres sujets de type microéconomique. C'est quoi cette question du Shrouded Equilibrium? C'est de savoir comment des offreurs de produits, comment des marchés vont se comporter lorsqu'il y a des consommateurs qui sont non sophistiqués, lorsqu'il y a des consommateurs sophistiqués et d'autres qui sont non sophistiqués. D'accord ? Donc c'est ça la question. Et évidemment, ça s'applique très bien au marché financier. C'est quoi les produits complexes? On parle de produits complexes. Le produit complexe, ça peut être l'imprimante couleur, parce que quand vous achetez une imprimante couleur, vous voyez bien que vous n'achetez pas qu'une imprimante. Vous achetez aussi toutes les cartouches qui vont avec, les cartouches d'encre, couleur qui vont avec. En fait, vous voyez bien que la stratégie d'une entreprise qui offre des imprimantes couleur, pareil pour les Nespresso, c'est de vous faire des rabais sur l'achat de l'imprimante et après de vous extraire de la rente sur l'utilisation des cartouches en vous mettant en plus des bons exemples de slides dans lesquels il y a des fonds jaunes, verts, de toutes les couleurs pour que vous consommiez le maximum de trucs en couleur. Donc c'est un peu ça. Les produits complexes ici en finance, c'est le crédit immobilier. Vous avez plein d'options sur les crédits immobiliers, y compris en France. Quelle facilité, quelle flexibilité vous avez dans les remboursements, d'accord ? C'est une caractéristique. Comment les taux, si c'est taux variable, ils sont capés. Il y a plein de choses comme ça, des clauses accessoires aux produits immobiliers qui sont ajoutées aux produits de base qui serait le crédit immobilier à taux fixe. Vous avez la question de la tarification des fonds collectifs. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de tarifications très compliquées des fonds collectifs, des fonds de placement collectifs. C'est assez vrai aussi dans l'assurance vie en France. Vous avez des coûts de management et vous avez des coûts d'entrée et de sortie. Puis des fois, vous avez d'autres coûts, on ne sait pas trop pourquoi. À chaque fois, on a l'impression qu'on en ajoute, finalement, pour vous embrouiller. Et c'est ça, Shrouded, ça veut dire voile, quoi. On ne sait pas trop où on va, d'accord ? Évidemment, dans ces cas-là, vous voyez que la stratégie, c'est, pour celui qui propose le produit, c'est de baisser les tarifs qui sont les plus visibles, typiquement ce qu'on appelle upfront cost, quoi, d'accord ? La chose que vous voyez en premier, le truc d'appel, et puis d'augmenter par ailleurs les coûts cachés, ceux qu'on ne voit pas vraiment. Donc on va vous attirer parce que l'imprimante couleur n'est pas chère, mais évidemment on ne va pas vous signifier le prix de la recharge de couleur, évidemment. Alors c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais ça peut être ce genre d'attitude qui est présente. Et évidemment, l'idée c'est que on va aussi avoir de la part de ces offreurs des stratégies qui vont consister à complexifier volontairement les produits pour pouvoir attirer des consommateurs non sophistiqués. D'accord ? Un exemple, c'est l'utilisation du teaser rate, c'est-à-dire un taux d'appel. Alors, je crois que ça a été maintenant interdit. Alors maintenant, avec les taux zéro, ça ne marche plus, mais typiquement, en Angleterre, pour le crédit à la consommation, on vous dit les 12 premiers mois ou les 24 premiers mois, vous ne payez pas de taux d'intérêt. D'accord ? Donc c'est teaser rate. Donc c'est bien pour attirer des gens un peu naïfs qui pensent que ce qui compte, c'est les 24 premiers mois. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous avez en fait la possibilité de rembourser le crédit en anticipation. Et donc, si vous utilisez le teaser rate, vous pouvez quelquefois vous faire de l'argent en utilisant le teaser rate, quand on n'était pas dans un monde à taux zéro. Enfin, on est en train d'en sortir. Mais voilà, donc ça me paraît aussi un exemple. Le point clé, c'est l'existence de consommateurs qui sont non sophistiqués, qui vont choisir le produit standard et sans en tirer parti, en fait. Les consommateurs sophistiqués, eux, ils vont utiliser la complexité du produit justement pour mieux s'en tirer.
Donc ils vont souscrire à un crédit immobilier complexe, d'accord? Tout le monde va se voir proposer le crédit immobilier complexe, mais seuls les consommateurs sophistiqués vont utiliser les options de renégociation associées à ce crédit, d'accord? Donc dans ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une forme de subvention croisée en fait. En gros, les offreurs, comme les consommateurs sophistiqués, profitent de la présence de consommateurs non sophistiqués pour tirer de la rente, d'accord? Et donc, ils sont contents finalement qu'il y ait des gens qui payent beaucoup sans utiliser les options, parce que les options sont coûteuses en fait à mettre en place, d'accord? Mais elles ne sont pas utilisées par tous les consommateurs, elles sont utilisées que par les consommateurs sophistiqués. Donc il y a des formes de transfert qui se font des offreurs, des consommateurs non sophistiqués vers les consommateurs sophistiqués, vers les offreurs, d'accord? En quoi c'est gênant? Quand il y a un transfert, c'est pas forcément gênant. Le problème, c'est que ça bloque les marchés. Et c'est ça l'idée importante mise en avant par Lifeson et Gabex, c'est l'idée que dans un marché de ce type-là, il n'y a pas d'incitation à créer des produits innovants qui soient simplifiés. Il n'y a pas d'incitation à standardiser les produits. Parce que finalement, les consommateurs sophistiqués n'y ont pas intérêt, ils profitent de la complexité, et les offreurs n'y ont pas non plus intérêt. Donc il y a une espèce de collusion tacite en fait, de ces deux parties pour continuer à extraire de la rente sur le dos des consommateurs non sophistiqués. Et comme les consommateurs sophistiqués sont souvent les pionniers justement dans l'utilisation de produits simplifiés, etc., et ça empêche finalement que de nouveaux produits soient proposés. Donc ça bloque les marchés et ça ne va pas du tout dans le sens d'une simplification qui serait permise par l'innovation, mais au contraire d'une complexification qui n'apporte rien, si ce n'est évidemment qui permet de ponctionner sur les consommateurs non sophistiqués. Donc c'est un point qui est important et qu'on peut souvent retrouver. Donc c'est une bonne grille de lecture. Il y a des interactions stratégiques sur les marchés. Donc quand on parle de réglementation, il ne faut quand même pas voir les choses de manière naïve, quoi. Il faut regarder la réaction des consommateurs, mais il faut aussi regarder comment agissent les acteurs face à la réaction des consommateurs. Et je vous donnerai un bon exemple avec, tout à l'heure avec la réglementation TILA. Comment sortir? Sortir du Schrodel Equilibrium, ce n'est pas très simple. Il faut simplifier, standardiser, comparer les prix. Mais en même temps, si les gens ne sont pas rationnels et ne sont pas très sophistiqués, ce n'est pas forcément évident. Donc on va voir des réglementations de type réglementation TILA. C'est la réglementation qui a imposé le taux d'intérêt annuel aux États-Unis. Vous allez voir qu'on a un très bon papier là-dessus et que les effets de cette réglementation sont pas forcément ceux qu'on attend et que du coup elle a été d'ailleurs de manière assez pragmatique, elle a été relâchée cette réglementation. Le Credit Card Act, qui est considéré comme étant une bonne réglementation, joue aussi beaucoup sur cette standardisation par rapport à la tarification des cartes de crédit. Ça a été mis en place en 2009, donc on est en 2016 maintenant, pardon, 7 ans. Okay. L'industrie s'y est aussi adaptée. Donc on va voir que le bilan n'est pas forcément tout le temps positif, il y a beaucoup de stratégies de contournement de toutes ces réglementations. Ok. Quelques questions clés. C'est pour alimenter ma réflexion en fait. Quelle limite à la protection du consommateur? Cette question, elle est un peu... Voilà, il y a deux cas extrêmes, il faut faire de l'idéologie en fait. Il y a deux cas extrêmes. Soit vous pensez que le consommateur est rationnel et que le service financier est un service comme les autres, que donc, oui, effectivement, il faut attester que la viande est de bonne qualité, quoi. Tous les produits, il faut des standards de qualité, il faut mettre en place des normes, il faut mettre en place des catalogues pour que les gens puissent comparer les prix, etc., donc favoriser la concurrence. Et dans ce cas-là, la protection doit être minimale, comme pour les autres biens. Donc aux États-Unis, il existe une trade commission, comme on a la défense des consommateurs en France, et il n'y a rien de spécial à dire sur les services financiers, d'accord? Vous pensez que dans ce cas-là, les incitations vont fonctionner. Donc si typiquement, si on augmente les prix, les gens vont moins consommer du bien en question. Si vous mettez en place un taux de l'usure, ils vont consommer plus parce que le taux de l'usure va être plus faible que le taux d'intérêt actuellement pratiqué, donc ils vont plus s'endetter, etc. Vous avez ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, l'autre pôle, évidemment, c'est de penser que les gens sont irrationnels. Donc dans ce cas-là, la protection, elle est sans limite. Et finalement, vous ne laissez aucune liberté aux individus, mais c'est peut-être pas non plus la solution qu'on veut mettre en avant ici. Donc moi, je suis assez pragmatique, en fait. J'essaie de me placer comme un temps économiste. Ce qui me semble important, c'est de bien se rendre compte que les consommateurs sont hétérogènes. Donc ça, c'est absolument fondamental de comprendre ça. Donc tout le monde n'est pas pareil. Donc il faut que les réglementations pensent les consommateurs comme hétérogènes.
Donc, de ce point de vue-là, l'approche par les nudges est une approche séduisante. Elle est contestée, hein. Elle est contestée par des libéraux. Et la protection, elle doit vraiment tenir compte de ça. Et puis, le fait que les réglementations sont contournées d'une manière ou d'une autre à tout moment, mais ça c'est vrai, je pense que ça va être un message général du cycle de séminaire. Ce que je dirais en tant qu'économiste, c'est qu'il faut évaluer les réglementations à partir des données. Et donc, évidemment, cette évaluation, elle doit être faite exemptée. On doit essayer d'avoir des idées quand on met en place la réglementation par des expériences naturelles, puis elle doit être faite aussi ex post. Et donc, moi, je plaide pour l'approche expérimentale en économie, sans trop d'idéologie, essayer de regarder concrètement ce qui se passe. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, ça nécessite d'avoir des données, ça nécessite aussi que les acteurs soient d'accord pour donner les données, ça nécessite que l'État aussi voit un intérêt à tous ces travaux. C'est le cas, je pense, dans le contexte américain. Ce n'est pas la culture dans laquelle on est aujourd'hui en France, même si cela peut se développer. Alors, j'en viens finalement à toutes mes parties. Après, j'ai un peu terminé sur mon introduction sur la légitimité de l'intervention. Éducation financière. Peut-être vous avez des questions, non? Parce que je parle beaucoup, du coup, comme peut-être que le cours soit filmé, ça fait que j'ai l'impression d'être dans un long monologue. Vous n'avez pas de questions? Pas de réaction? Ça ne vous choque pas? Bon, je fais pas mal de généralités. Section 2, éducation financière. Alors, en fait, j'ai envie peut-être de tordre le cou, de dire, finalement, il y a des choses auxquelles on pense tout de suite, quoi. Bah ouais, c'est sûr, les gens ne font pas les bons choix, bah, il faut essayer de mieux les éduquer, il faut faire en sorte qu'ils soient plus intelligents dans leurs choix, etc. Est-ce que ceci relève d'une action publique? Est-ce qu'il faut dépenser de l'argent public pour ça? À voir. Il faut regarder de manière pragmatique. Ce qu'on va voir, c'est que on voit bien qu'il y a beaucoup d'ignorance financière. Le niveau n'est pas forcément très très bon, mais les évidences qui justifient le fait de faire beaucoup d'éducation financière sont relativement faibles, d'accord ? Sont relativement faibles. Donc j'ai un certain scepticisme par rapport à cette approche, bien que inviter un banquier dans la classe est quelque chose qui peut se faire. Il n'y a pas de mal à cela. Alors il y a aux États-Unis une académique qui est Anna Maria Luzardi, qui est vraiment la spécialiste de l'éducation financière, mais elle est passée en fait de la sphère académique à la sphère de la décision, notamment publique, et elle constitue en elle-même une forme de lobby pour l'éducation financière. Donc c'est intéressant de lire ce qu'elle écrit, hein. Il y a des travaux, là elle a travaillé avec Olivia Mitchell, mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'elle est de parti pris. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre en avant un autre papier sur l'éducation financière de Hastings, Madrian et Skimmy-Horn, dans lequel les points de vue sont plus équilibrés. En France, on a des gens qui travaillent sur l'éducation financière, notamment dans le cadre des enquêtes Pater, qui sont Luc Arondel, Debiche et Savignac à la Banque de France et à l'INSEE. D'accord ? Il y a pas mal de sites qui sont associés à l'éducation financière. J'ai mis La Finance pour tous, qui est le site français. Vous pouvez aller le voir. Il est sponsorisé un peu par de l'argent public, me semble-t-il. Vous constaterez qu'il n'est pas très riche, le site. Peut-être c'est parce qu'il y a peu d'argent public. Vous pouvez aller voir en contraste le site de la Réserve fédérale. Et là, vous verrez la différence. Effectivement, c'est d'un autre niveau. Et puis, bon, il y a aussi l'OCDE qui s'intéresse à ce sujet-là. C'est un sujet qui est vraiment très à la mode, quoi, parce que, évidemment, on se dit que c'est une bonne réponse. Alors, c'est une réponse ancienne. Hein, vous voyez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Donc, à l'époque où les caisses d'épargne faisaient partie des grands services publics, enfin, ou en tout cas étaient toujours un contrôle un peu public là-dessus, mais on essayait d'associer ça, y compris en le faisant pénétrer dans les écoles. Mais comme c'était sponsorisé par l'État, on le voyait mieux que j'invite un banquier dans ma classe. D'accord ? L'idée, c'est de protéger le consommateur parce qu'il est ignorant et parce qu'il commet des erreurs. D'accord ? Donc, évidemment, les questions qu'on doit avoir, c'est quelle ignorance, quelles erreurs doit-on éduquer, rééduquer, faire face à cette ignorance financière et comment? Et moi, je voudrais éviter les formules creuses, du type, justement, la finance pour tous. En fait, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité à ce que la finance soit pour tous. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions financières, d'autres moins, et on n'a pas... Voilà, je pense que c'est une formule qui est un petit peu creuse. Better Finance for All, c'était Better Finance, le think tank
de Prasch. Je pense que c'est mieux que Finance for All, mais bon, il faut voir. C'est quoi ce qu'on appelle l'ignorance financière ou la compétence financière? Bon, c'est la capacité des individus à traiter l'information économique et à faire des choix pertinents en matière de planification financière, d'accumulation de richesses, d'endettement et de préparation à la retraite. J'ai recopié une définition quelque part, en soi c'est pas forcément intéressant. On peut essayer de faire un catalogue de ça. Ignorance des produits financiers et des concepts financiers, taux d'intérêt, etc. Capacité cognitive limitée, calcul mathématique limité, incapacité à faire des multiplications. L'ignorance des faits et de l'histoire. Combien vaut le taux de rendement américain depuis 100 ans? Certains managers de fonds ne le savent pas. Hein. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il faut faire un rendement quelquefois réel jusqu'à 2 chiffres ne comprennent pas qu'historiquement, c'est des choses qu'on n'a quasiment pas vues. Capacité de planification. Donc le fait de s'engager pour le futur, ça me paraît être un point important, on y reviendra après. L'ignorance des stratégies. Donc effectivement, lorsque vous négociez un crédit avec votre banque, il ne faut pas être complètement naïf sur ce qui motive votre conseiller clientèle. Donc ça me semble être important quand on joue à ça. Donc savoir négocier, se mettre à la place de l'autre, etc. Et donc savoir aussi comment fonctionnent à minima les marchés financiers et les interactions stratégiques. Capacité importante, c'est l'ignorance de soi. On a vu l'overconfidence de Lavage tout à l'heure. Ça me semble être aussi un point important. C'est que la première connaissance, c'est connaître ses limites. D'accord ? Et donc en matière de finance, c'est quelque chose qui joue un rôle très important. Il y a plein de gens qui pensent connaître quelque chose et qui ne connaissent rien. Et évidemment, c'est ce qu'il y a de pire. Ils sont en situation d'overconfidence. Ok. Quelles sont les erreurs? Bon, les erreurs, là aussi, je vais pas faire. On pourrait vraiment en faire un catalogue. Hein. C'est un peu ce que je fais là. Épargne retraite insuffisante. Donc inadequacy of saving. C'est un sujet très important aux États-Unis, en Angleterre, actuellement, d'essayer de pousser les gens à épargner davantage pour leur retraite. Et vous voyez que le monde de taux d'intérêt bas, s'il perdure, pose problème de ce point de vue-là. D'accord ? Donc, ça peut être aussi un problème en France, même si les taux de remplacement des retraites sont meilleurs. Mauvaise gestion des crédits, donc l'incapacité à renégocier son crédit, ou l'incapacité à rembourser et finalement à continuer à avoir des formules de crédit, on verra des exemples tout à l'heure, qui sont inadaptées. La faible participation des épargnants sur le marché des titres. En fait, le fait que les gens ne sont pas capables d'aller chercher la prime de risque. D'accord ? Il y a une prime de risque, mais les gens continuent à investir dans leur livret A, y compris à long terme, ou sur leur contrat d'assurance vie en euros, qui rapportent quasiment rien, d'accord ? Alors même qu'ils ont un horizon long et qu'ils sont jeunes, et que donc ils peuvent se permettre de faire ce type d'investissement. Énigme de la prime de risque, c'est lié, hein, c'est une grande énigme financière. Pourquoi les actions sont-elles autant rémunérées et pourquoi les gens ne choisissent pas d'en détenir plus? Okay, c'est ça l'énigme de la prime de risque. Pourquoi les individus ne choisissent-ils pas de détenir plus d'actifs risqués? Ça reste un mystère. Évidemment, il y a plein de travaux là-dessus. D'autres énigmes plus spécifiques. Une énigme que les Américains aiment bien et qu'on voit aussi en France, c'est le fait que ce qu'on appelle annuity puzzle. Le fait que les gens, lorsqu'ils liquident leur retraite, donc ils ont de l'épargne retraite, et ils ont le choix d'obtenir leur épargne retraite, soit sous forme d'une rente viagère, qui couvre le risque de longévité hein, de l'individu, soit un capital. Beaucoup prennent le capital, d'accord ? Alors que la rente viagère leur offre une protection, une forme d'assurance. Donc pourquoi les gens n'optent-ils pas plus pour le schéma d'annuité, d'accord ? Faut-il les contraindre ou pas? C'est un sujet sur lequel je parlerai assez peu, mais qui est très important actuellement dans le débat aux États-Unis. En France un peu moins, parce que souvent en France on contraint les gens à prendre des annuités plutôt que des sorties en capital. Bon, la théorie. Sur la théorie, je pense que le point qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les gens s'éduquent financièrement que s'ils y ont un intérêt. D'accord ? C'est peut-être. C'est un investissement capital humain, d'accord ? Donc, ça a un coût de s'éduquer. Et si ça a un coût, c'est que vous en attendez un retour. Donc, vous allez consentir à cet effort uniquement si vous y voyez un intérêt. Donc, finalement, ça ne sert à rien de donner une éducation financière à des gens qui n'utiliseraient pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit bien prendre en compte parce que ça explique aussi pourquoi ce sont les riches qui sont les plus éduqués financièrement et pourquoi les éduqués financièrement sont riches. D'accord ? On observe une corrélation entre les deux. Évidemment, lorsque vous héritez d'une somme considérable, bah, vous allez vous éduquer naturellement financièrement pour la gérer. D'accord ? Donc c'est parce que vous êtes éduqué financièrement parce que vous êtes riche. Ce n'est pas parce que vous êtes éduqué financièrement que vous êtes devenu riche. On a cette question qui joue un rôle important, c'est la question des incitations. D'accord ?
Donc la question derrière, c'est celle de la causalité en fait. On observe que la compétence financière et les bons comportements financiers vont souvent de pair, d'accord ? Les gens qui ont des bons comportements financiers sont souvent les gens qui ont une éducation financière, d'accord ? Mais en même temps, on ne sait pas qui de la poule ou de l'œuf est apparu en premier. Donc le fait d'observer les deux à la fois ne nous suffit pas pour dire il faut faire de l'éducation financière. C'est pas ça. Il faut peut-être réfléchir un peu davantage. Au-delà de ça, il y a la question de savoir si on fait l'éducation financière, est-ce que l'éducation financière elle peut se faire de manière privée. Après tout, on voit qu'on a de la publicité informative. Est-ce qu'on a besoin de mettre de l'argent public là-dedans? C'est une question aussi. L'éducation financière peut aussi se faire de manière spontanée par le système financier lui-même. Y a-t-il nécessité de faire des politiques publiques? Donc c'est toutes ces questions qu'on va poser. Avant ça, on va parler un petit peu de mesurer la compétence financière parce que c'est toujours quelque chose qui retient l'attention. Lusardi et Mitchell, Anna-Maria Lusardi, a créé ce qu'on appelle maintenant, ils appellent ça les Big Three pour dire vraiment que c'est le standard. Alors vous allez voir, c'est tellement simple que c'est un petit peu simple pour être un standard, mais en même temps, c'est souvent ça, quelques idées permettent de comprendre rapidement. Les Big Three, c'est 3 questions. La capacité d'utiliser les taux d'intérêt, donc vous voyez, Stein s'était prononcé sur le sujet, la compréhension de l'inflation et la compréhension de la diversification des risques. C'est 3 questions en fait qui sont posées, qui permet, comme ça, c'est un petit quiz qu'on fait faire aux gens. Donc les 3 questions sont les suivantes. Première question, vous allez voir, les questions sont stupides. Vous avez 100 $ sur votre compte rémunéré à 2% par an. Après 5 ans, combien pensez-vous avoir sur le compte? Et on vous propose 4 issues possibles. Plus de 102 $, exactement 102 $, moins de 102 $, ne sait pas, refus de réponse. 5 possibles. Deuxième question, le taux d'intérêt de votre compte est de 1% par an et le taux d'inflation annuel est de 2%. Après un an, serez-vous capable d'acheter plus, également, moins avec le solde disponible? Ne sait pas, refus de réponse. D'accord? Donc, calculer un taux d'intérêt réel. Troisième question, à l'américaine, acheter une part d'une seule société garantit un rendement plus sûr que d'investir dans un fonds mutuel d'actions. Vrai, faux, ne sait pas, refus de réponse. D'accord? Alors, vous voyez que cette question-là, elle est peut-être un peu adaptée au contexte américain. Donc, on l'a adaptée après au contexte français. Donc, en France, on n'a pas mis de dollars, mais on a mis des euros. Et puis, cette question, on l'a transformée en classer les 4 produits suivants en termes de risque. Livret d'épargne, actions, obligations, SICAV, FCP. D'accord? Pour vous montrer un peu ce que c'est tout ça. Vous voyez que, en plus, vous avez des alternatives. Donc, quelque part, vous devez cocher des cases. Quels sont les résultats? Les réponses à ça. D'accord? Alors là, je l'ai mis pour les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ok. Vous voyez qu'aux États-Unis, donc la première étude qui a été faite en 2004 par rapport à ces 3 questions, montre que globalement, bon, si vous regardez, les réponses sont correctes à 67% pour la première, 75% pour la seconde, et pour le stock risque, c'est correct à 50%. Si maintenant vous regardez le nombre de gens qui répondent positivement de manière exacte aux 3 questions, vous voyez qu'il n'y a qu'un tiers des individus qui le font. Ce qui est peut-être vu comme relativement peu, je ne sais pas, à vous de juger, d'accord? Mais seul un tiers des Américains sont capables de répondre de manière correcte à ces 3 questions. Okay? Donc ça montre qu'il y a de l'ignorance financière, en tout cas ça peut être ça. Il y a des comparaisons internationales qui ont été faites, d'accord? Ce qui est intéressant, c'est pas simplement de poser la question en soi, mais c'est de le faire dans tous les pays. Si vous regardez un peu tout ça, vous voyez que finalement, ce qu'il faut regarder, c'est all free correct, c'est cette colonne, voilà. D'accord? Voilà, je ne suis pas bon là-dessus. Le pays où c'est le plus élevé, vous voyez, c'est l'Allemagne, 53%, d'accord? La Suisse, ok? Et puis les Pays-Bas. Si on laisse de côté l'Allemagne, vous constatez que les Pays-Bas et la Suisse, c'est 2 pays dans lesquels les fonds de pension sont importants, okay? Donc, dans lesquels la retraite par capitalisation joue un rôle important. Donc effectivement, ce n'est pas étonnant que les Suisses et les Hollandais sont plus habitués à faire des choix financiers que typiquement les Roumains et les Russes qui, eux, mettent en place un système et donc qui ont moins d'expérience aussi par rapport à ça. Vous voyez que les Français ne sont pas si mauvais que ça, puisque la France est à 30,9%, d'accord? Et donc, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, mieux classé que les États-Unis, qui est uniquement à 30,2%, d'accord? Donc, on peut voir les choses. On voit qu'il y a des disparités parmi les pays, mais que c'est un fait un peu international de constater qu'il y a une certaine ignorance financière. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse de chacun de ces résultats par pays et de lier ça à la culture et puis aux institutions de chacun des pays. Donc il y a des tentatives qui sont faites dans ce sens-là actuellement.
Un autre côté qui me semble peut-être aussi important que l'ignorance financière, c'est le fait de sous-estimer ou de mal estimer son ignorance financière. Donc l'enquête, elle répond aussi à ça, c'est-à-dire on a demandé aux gens de s'auto-évaluer. On doit faire, on a une différence à effectuer entre la mesure objective qui est mesurée par l'enquête. Donc pour chaque individu, on mesure leur taux de bonne réponse et en même temps on leur a soumis un petit truc, une échelle de 1 à 7 dans lequel ils doivent se situer pour se placer de manière, pour s'auto-évaluer en termes de connaissances financières. Et donc, si vous regardez un peu ces résultats-là, alors il y a eu pas mal de travaux différents faits aux États-Unis, etc. Et vous voyez que, en fait, les Américains, si vous regardez la dernière colonne, c'est average score, c'est le score moyen. Donc, plus il est prof de 7, plus les gens pensent qu'ils ont des compétences financières. Vous voyez que les Américains qui ont 30% de bonnes réponses aux 3 questions se mettent un average score à 5, donc se mettent au-dessus de la moyenne en termes de, enfin, entre 0 et 7, ils se mettent au-dessus de la moyenne en termes de score, alors qu'en fait ils sont pas bons. Les Japonais de ce point de vue-là, ou plutôt les Allemands, vous voyez, sont beaucoup plus prudents puisqu'ils ont un score qui est plus honorable, 50% on a vu tout à l'heure, et quand on leur demande de se situer, ils se situent mieux. Ils se situent mieux. Donc cette question de l'évaluation de soi-même est une question importante, pas simplement au niveau macro, mais aussi au niveau micro. Finalement, l'ignorance de soi, c'est la première des ignorances parce qu'elle peut déboucher sur ce qu'on a appelé l'excès de confiance tout à l'heure. D'accord ? Plein de travaux sur la manière de désagréger la compétence financière. Donc, je vais peut-être un petit peu en parler. Alors, ouais, notamment lié à l'âge. On constate que les gens sont compétents financièrement dans la fleur de l'âge et qui sont assez mauvais quand ils sont jeunes et assez mauvais aussi lorsqu'ils vieillissent, donc notamment justement pour les décisions liées à l'utilisation de leur épargne retraite. On a aussi regardé la relation avec le niveau de revenus et le niveau d'épargne, le niveau d'éducation, donc là aussi on voit un rapport. Quelque chose qui peut intriguer, et donc pour faire un peu dans le politiquement incorrect, c'est un fait stylisé, puisque j'ai choisi celui-là, je me compte celui-là, donc là, effectivement, il insiste sur les femmes. Et on a une moindre compétence des femmes qu'on observe dans tous les pays. Vous voyez sur le diagramme, on voit la différence entre hommes et femmes des 3 questions parmi les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. Et dans tous les pays, on retrouve le fait que les femmes sont moins compétentes financièrement, ce qui pose une vraie question, c'est peut-être une question de division du travail dans le couple. Voilà. Alors pour essayer de rattraper mon sexisme, enfin s'il en est un, je pense que ce n'est pas du tout le cas, mais si vous regardez de plus près aussi, vous constatez que les femmes sont un peu moins soumises à l'excès de confiance et qu'elles sont un peu plus au courant de leur situation d'ignorance financière. Donc finalement, de ce point de vue-là, peut-être que les choix qu'elles font tiennent compte de ce manque d'éducation financière. Et ce que j'ai mis aussi, j'ai mis cette affiche parce que en cherchant un peu sur Internet des photos, des images, on constate qu'il y a des conseillers financiers qui essayent justement, précisément, peut-être de viser une clientèle féminine, en sachant que les femmes ne se savent pas expertes en matière de finances et que peut-être lorsqu'elles se séparent de leur mari ou lorsque le mari décède, la question des veuves, la question des divorces, etc., elles se retrouvent peut-être un peu diminuées de ce point de vue-là. Donc, overcoming financial ignorance, ça peut être aussi un moyen de gagner de l'argent. En quoi la compétence financière importe-t-elle ? Bien sûr, si vous regardez les choses de près, vous allez constater qu'il y a la compétence financière a des conséquences sur les décisions et la situation financière des individus. Donc il y a une corrélation entre le niveau de compétence financière et la sophistication des comportements financiers. Ça paraît aussi assez simple à dire. Voilà, les gens planifient davantage financièrement lorsqu'ils sont compétents financièrement. Ils accumulent davantage de richesses, ils ont des meilleurs rendements de leur épargne, ils participent davantage au marché aux actifs risqués, ils diversifient mieux leur portefeuille, donc ils sont moins soumis à ces erreurs d'investissement dont je vais parler. Bon, évidemment, si je vous avais dit l'inverse, ça vous aurait peut-être un peu surpris. En fait, le problème qui est posé quand on voit cette corrélation entre d'un côté éducation financière et compétences financières, plutôt compétences financières et comportement des individus, c'est le fait de savoir qui est la poule et qui est l'œuf. D'accord ? Est-ce que les gens s'éduquent financièrement parce qu'ils sont riches ou est-ce qu'ils sont devenus riches parce qu'ils se sont éduqués financièrement ? Qu'est-ce qui a été le premier ? Les deux vont ensemble, mais cela ne met pas en avant de relation de causalité. Je prends juste le cas de la France là, sur le lien avec la capacité à la planification financière. Sujet qui intéresse beaucoup les gens, notamment pour la formation de l'épargne de long terme. Question, avez-vous déjà fait un bilan précis de la situation patrimoniale de votre ménage afin de préparer vos projets d'avenir ?
C'est une question qui est posée dans l'enquête Pater, qui est associée à l'enquête Patrimoine et ménages en France. D'accord. Et ce que l'on voit, c'est que un quart simplement des Français, des 2000 Français qui ont été sondés de ce point de vue-là, répondent positivement en disant oui, je planifie financièrement. Et si vous regardez bien sûr, et on pourrait aller plus loin dans cette analyse, c'est que vous vous rendez compte bien sûr que les gens qui planifient financièrement sont aussi les gens qui répondent correctement aux 3 questions des Big Three, d'accord. Évidemment, les deux sont en lien. Okay. Et finalement, quand on sait ça, on n'a pas forcément beaucoup avancé. C'est peut-être parce que les gens ont besoin de planifier financièrement, pour plein de raisons, notamment parce qu'ils sont riches ou parce que voilà, ils sont indépendants, enfin ils ont une profession indépendante. Donc c'est pour ça qu'ils s'éduquent financièrement. Et donc le lien, c'est pas un lien de causalité. C'est exactement ce que j'explique ici. Quelle causalité a-t-on entre compétences financières et amélioration des comportements financiers? Est-ce que si on accroît la compétence financière des gens, est-ce que les gens vont avoir de meilleurs comportements financiers? D'accord. Est-ce que la causalité n'est pas inverse? Est-ce qu'il n'y a pas une cause commune aux deux? Le fait d'hériter, ça vous rend riche et ça vous rend aussi quelquefois éduqué financièrement parce que vous avez hérité de capital financier mais aussi de connaissances par vos parents. D'accord. Donc si on veut répondre à ça, il faut chercher la réponse des comportements financiers à des sources exogènes de variation de compétences financières. Donc je mets exogène en gras pour dire des choses qui ne sont pas causées par les comportements financiers eux-mêmes, qui sont indépendants de ça. Donc des manières de faire des expériences naturelles. Donc, typiquement, on a eu pas mal de ces travaux qui ont été faits. Et en fait, ces travaux ont bien du mal à mettre en avant une causalité qui irait dans le sens compétences financières, comportement financier. Déjà, un premier point qui est quand même assez troublant, c'est que, en fait, il y a 3 éléments dans la causalité. Éducation financière, c'est le fait d'acquérir des compétences financières, enfin en tout cas d'y être éduqué, avoir la compétence, et puis ensuite utiliser la compétence. Si on essaie de regarder le premier lien, celui qui dit le fait de participer à un programme d'éducation financière et d'être compétent financièrement, les évidences sur les données qu'on a dans des expériences où on essaye d'évaluer des programmes d'éducation financière ne sont pas évidentes. Il n'est pas évident que l'éducation financière passe. En gros, les gens ne sont pas très très bons, quoi. Et puis alors après, si on regarde le lien éducation financière, comportement financier, si on va compétences financières, éducation financière, on a du mal aussi à trouver. Il y a eu des travaux qui ont été faits aux États-Unis sur la compétence financière, l'éducation financière dispensée dans les lycées, et on a utilisé l'hétérogénéité des États pour essayer de faire ça. On a regardé aussi ce qui se passait pour les militaires, des militaires qui ont eu des programmes d'éducation financière, d'autres qui n'ont pas eu. On a regardé ce qui se passait dans les entreprises, et on a clairement un manque, clairement. Parce que je pense, moi, après, Luzardi va être pas forcément d'accord, on a un manque d'évidence empirique forte sur le sujet. D'accord. Il n'est pas du tout évident que ça fonctionne bien dans ce sens-là, et on a du mal, ça ne ressort pas de manière totalement évidente. L'éducation financière qu'on appelle exogène a du mal à avoir un impact sur les comportements financiers. D'accord. Donc ça met en cause finalement ce qu'on essaye de mettre en avant. On a utilisé d'autres techniques, des variables instrumentales, où on essaye par exemple de lier les compétences financières et les résultats financiers à l'orientation politique. Ça ne fonctionne pas plus non plus. D'accord. Donc ces résultats ne sont pas complètement positifs et ne sont donc pas complètement déterminants. Maintenant, on peut aussi essayer de regarder si il y a une certaine efficacité des programmes d'éducation financière. Je vais survoler un peu ça. Donc là aussi, il y a eu pas mal il y a eu quelques études, mais il n'y a pas beaucoup de résultats qui ont été obtenus sur l'efficacité. Le lien entre éducation financière et réponse au questionnaire est ténu en fait, ne fonctionne pas. J'en ai déjà parlé, c'est un peu une redite dans mes transparences, j'en suis désolé. Ça montre quoi? Ça montre que l'éducation financière, finalement, vous devez le voir comme un investissement en capital humain dont il n'est pas forcément rentable de le donner à tous. Finalement, les gens qui veulent bien être éduqués financièrement, c'est qu'ils en ont besoin. Les autres, ils ne vont pas acquérir une compétence dès lors qu'ils ne sont pas confrontés à des choix financiers. Donc quelque part, il faut associer finalement l'éducation financière à des besoins bien précis et donc peut-être cibler des populations particulières qui à un moment ou à un autre ont ces besoins, d'accord, et ne pas avoir des programmes qui soient trop généraux. Et aujourd'hui, des études qui sont faites sur ces sujets-là ne semblent pas indiquer de résultats qui soient vraiment
très probants. Vous voyez, dans les lycées, on a la qualité des formateurs qui joue un grand rôle pour l'efficacité. On a fait des enquêtes sur les lieux de travail pour voir si, lorsqu'on mettait en place des programmes d'essayer des gens à préparer leur retraite via l'éducation financière, ça fonctionnait ou pas. On a du mal à avoir des résultats parce que les entreprises qui font ça en même temps mettent en place des plans dans lesquels elles contribuent elles-mêmes à ça, et donc il y a des biais, etc. Et donc on n'a pas de résultats qui soient vraiment forts. Donc moi je reste relativement sceptique sur ces questions. Je mets finalement l'éducation financière est-elle une réponse publique, quoi. Est-ce qu'on doit mettre en place des programmes d'éducation financière? Pas totalement évident. Avoir des compétences financières limitées, peut-être pour le cas des femmes ou d'autres personnes, c'est finalement peut-être quelque chose qui est relativement rationnel si d'autres mécanismes compensent. Donc la question, c'est de regarder quels sont les mécanismes qui compensent le manque d'éducation financière. Tout le monde n'a pas besoin de savoir comment un moteur de voiture fonctionne pour conduire une voiture, même si c'est une question qui est posée au permis de conduire. C'est pas forcément intéressant de le savoir, d'accord ? C'est peut-être la même chose finalement pour l'éducation financière. Dès lors que vous avez un garagiste, dès lors que vous avez quelqu'un de compétent dans votre entourage, votre famille peut vous aider, votre mari peut le faire à votre place, votre femme peut le faire à votre place, vous avez des conseillers financiers, vous avez des entreprises financières qui peuvent le faire, d'accord, aussi à votre place. Donc un peu de discussion-conclusion sur cet aspect-là avant de faire la pause. Finalement, vous avez un niveau bas de compétences financières et d'hétérogénéité. La causalité, elle est contestable. On a du mal à la mettre en avant. Il y a un manque de résultats sur la meilleure manière de fournir de l'éducation financière, d'accord. L'éducation financière ne peut pas tout, et donc quelque part, faire de l'éducation financière universelle ne sert à pas grand-chose. Il faut soumettre l'éducation financière à une analyse coût-avantage et pas se contenter de dire il faut faire de l'éducation financière. Peut-être que ce qu'il faut, c'est chercher de la complémentarité en fait. L'éducation financière joue certainement un rôle, mais elle doit être accompagnée d'autres choses. Donc c'est tout un environnement qu'il faut mettre en place. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être insister. C'est peut-être un élément de la boîte à outils, mais c'est peut-être pas l'élément le plus important ou le seul élément qu'on doit avoir dans la boîte à outils. Ça ne suffit pas du tout de faire de l'éducation financière. Donc développer l'éducation financière, c'est peut-être une fausse bonne idée. Enfin, une fausse bonne idée, c'est peut-être mal dit. La question après, c'est de savoir le coût que ça a, mais ce n'est pas forcément la panacée à toutes ces questions. Donc, après la pause, je vous parlerai du conseil financier, qui peut être aussi vu comme justement un substitut à l'éducation financière, parce que j'ai expliqué que finalement, les gens peuvent confier peut-être même à leurs conseillers financiers le fait de réaliser ces choix qu'eux ne sont pas capables de faire. Donc, on va un petit peu en discuter, on va voir que là aussi, les résultats ne sont pas très favorables. Donc, on fait une interruption de 10 minutes. Merci de votre attention.